Alors, c'est pas tout d'avoir la moyenne, il faut encore la dispersion. Alors, la moyenne, vous voyez en quoi c'est un indicateur de synthèse. C'est intéressant de dire, l'an dernier, quelle était la note moyenne pour le module que vous suivez, statistique générale? Ouais, ça c'est une question intéressante. Est-ce que c'était 15, auquel cas vous pouvez dire c'est assez cool, ou est-ce que c'était 8, et auquel cas ça va être moins cool? Vous voyez, c'est intéressant d'avoir la moyenne. Ou la médiane. Maintenant, dispersion, c'est pas inintéressant non plus, parce que si vous avez par exemple une note moyenne de 12, mais une dispersion énorme, ou au contraire une dispersion très petite, c'est pas pareil. Si tout le monde a entre 11 et 13, ah bon, bah, c'est assez cool. Si par contre tout le monde a entre 0 et 20, certes la moyenne est à 12, c'est un petit peu différent. Donc vous voyez que pour faire une synthèse, on a besoin d'une tendance centrale, maintenant vous comprenez bien ce terme tendance centrale, médiane ou moyenne, selon ce que vous voulez montrer, et puis une notion de dispersion. Alors, la première notion de dispersion qui vient à l'esprit, c'est l'étendue. Quel est le maxi, quel est le mini? D'ailleurs, vous voyez, je vous dis, l'an dernier, eh bien, il y avait les notes allaient entre 0 et 20. C'est la première idée. Voilà. Donc l'étendue, c'est historiquement la première mesure de dispersion. Les Grecs l'utilisaient déjà pour leurs mesures astronomiques. C'était assez intéressant pour encadrer leurs mesures. Alors il y a une notion qui est assez intéressante, c'est la notion de quartile. Alors, on a vu la médiane qui sépare en 2 paquets nos individus d'effectifs égaux. Les quartiles, ça divise en 4 paquets d'effectifs égaux. Donc on va avoir 3 quartiles, et ces 3 quartiles, comme le montre le dessin, ils séparent notre population en 4 paquets. Un premier paquet ici qui sont plus petits que le premier quartile, un deuxième paquet ici compris entre le premier et le deuxième, un deuxième paquet, un troisième paquet. Donc évidemment, le deuxième quartile, qui n'est rien d'autre que la médiane, soit dit en passant, il n'est pas exactement au milieu de ces deux-là. Parce que par contre, ce sont les effectifs qui sont les mêmes. Ici, j'ai 25% de la population. Ici, j'en ai 25, 25, 25. Alors, vous retrouvez ici la médiane, et ceci, c'est ce qu'on appelle l'intervalle interquartile. Qu'est-ce que c'est l'intervalle interquartile? C'est l'intervalle du milieu, si je puis dire, qui contient 50% de mes individus. Sachant qu'il y en a 25 au-dessus, 25 au-dessous. Voilà, intervalle interquartile. Bon. Ça, c'est quelque chose qui est assez pratique pour faire des petits dessins, dont notamment la fameuse boîte de dispersion. Ça, c'est un dessin qui est arrivé assez tard en statistique, mais qui est fort commode. C'est un dessin qu'on n'a pas vu tout à l'heure, parce qu'on n'avait pas les moyens de le voir, on avait besoin de plusieurs choses, qui va être en concurrence avec l'histogramme. Alors, comment ça fonctionne? Cette boîte de dispersion, alors on appelle ça souvent une boîte à moustache, et puis les Anglais qui ont, il faut bien le dire, le génie des mots courts, appellent ça boxplot. Alors, voyons de quoi il s'agit. Une boîte à moustache, une boîte de dispersion, c'est quand même à la base un rectangle. Et ici, vous avez l'échelle de votre variable que vous représentez. Et ce rectangle ici, il contient 50% de la population. En fait, c'est l'intervalle interquartile. Vous reconnaissez ici Q0,25, la médiane, Q0,75. Donc vous visualisez l'intervalle interquartile. Et au milieu de cet intervalle, vous placez la médiane. Ensuite, vous mettez les moustaches. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce que vous voyez des moustaches là-dedans? Évidemment, parce que là, je le mets vertical, mais si vous le mettez horizontal, on voit des moustaches. Voilà. Voilà pourquoi ça s'appelle boîte à moustaches. Alors ces moustaches, qu'est-ce que c'est? C'est ici 1 fois et demi l'intervalle interquartile. Vous voyez le 1,5 là. 1 fois et demi l'intervalle interquartile. Et puis ici 1 fois et demi. Sauf qu'on ne prend pas exactement 1 fois et demi, on s'arrête. Vous commencez par prendre 1 fois et demi, et puis vous le rétrécissez pour que ça tombe pile sur une valeur réelle. Donc on sait qu'au bout des moustaches, si je puis dire, il y a un vrai individu. Voilà. Donc en principe, tout le monde est à peu près là-dedans. Et puis ceux qui ne sont pas dedans, eh bien les voilà, je les ai représentés par une croix, c'est ce qu'on va appeler des outliers. Alors, je n'aime pas trop utiliser systématiquement les mots anglais, mais celui-là semble assez irremplaçable. C'est des individus extrêmes, c'est pas exactement ça. C'est des individus suspects. Certains ont proposé suspect, mais ça rime à rien de proposer un suspect. Ils ne sont pas suspects du tout. C'est des outliers, voilà, ils sont en dehors des bornes, voilà, par définition. Voilà. Ça, c'est une boîte à moustaches. Figurez-vous que ça, c'est assez pratique pour comparer plusieurs populations. Et c'est plus pratique que les histogrammes, si vous voulez, quand vous avez beaucoup de populations à comparer. Regardez ces jolis dessins. Alors, on va prendre les notes en maths, donc ça varie de 0 à 20. On va prendre premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, bac.
et je représente mes 909 individus par ces boîtes à moustaches. Alors, qu'est-ce que je peux voir tout de suite? Je vois tout de suite qu'au bac, les notes sont meilleures. Donc je vois tout de suite cet effet de décalage. Hein? Je vois tout de suite cet effet de moyenne, ici. Je vois que du point de vue dispersion, c'est à peu près la même chose au début. C'est un petit peu plus dispersé pour le bac. J'ai quelques outliers ici. Bon, mais rien de particulier à mentionner. Alors regardons maintenant en philo. Ah bah philo c'est un cas. Alors là il a fallu improviser. Alors qu'est-ce que j'entends par improviser? Comment vous allez obtenir ces boîtes à moustaches? Alors tout à l'heure j'ai beaucoup cité Excel. Pour les choses simples on cite Excel. Mais ça c'est pas dans Excel, c'est un peu trop fin. On va vous apprendre très rapidement à vous servir d'un autre logiciel qui s'appelle le logiciel R. Et le logiciel R, Excel si je puis dire, pour sortir notamment des boîtes à moustaches. Il sort beaucoup de choses, le logiciel R. Vous allez un peu souffrir au début, mais après vous verrez, c'est la vraie vie. Hein. Alors, on sort les boîtes à moustaches. Alors celle-ci, il faut être honnête, je l'ai faite à la main parce que ça ne passait pas dans les logiciels, c'était trop compliqué. Qu'est-ce qui se passe? À la différence des maths, d'abord je vois des écarts-types, là, plus entièrement des intervalles interquartiles, beaucoup plus petits. Les notes en philo sont beaucoup plus concentrées. Voilà, elles sont beaucoup plus concentrées que les notes en maths. Bien. Je vois qu'au bac, elles descendent. C'est pas du tout comme en maths, hein. Ça descend. Et puis alors surtout, je vois des outliers. J'en vois plein. Alors, il y en a tellement ici que j'ai été obligé de symboliser par un carré quand il y en a des paquets de 10. Bon, donc ça, effectivement, ça a été fait à la main. Hein. Parce qu'il est très particulier. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ben, on voit qu'on a... Alors, qu'est-ce que ça veut dire beaucoup d'outliers? Eh bien, ça veut dire tout simplement la chose suivante. La plupart des notes sont très resserrées. Voilà. Ici, vous voyez, tous les individus, ils ont entre 8 et 10. Donc du coup, évidemment, un 18, un 16, ça paraît des valeurs complètement aberrantes par rapport à ce resserrement. Là, ça en dit long sur la façon dont nos amis philosophes effectuent leur notation. Hein? Alors vous êtes aussi bien armés que moi pour interpréter ce type de graphique. Vous voyez que ces boîtes à moustaches, au début, ça paraît un petit peu loufoque, sympathique, certes, et puis finalement, c'est une très grande valeur d'usage. Essayez de faire la même chose avec les 4 histogrammes. On pourrait faire cet essai. Et bien vous verrez que c'est bien plus pratique d'avoir ces boîtes à moustaches hein, qu'on peut mettre sur une même ligne. On se sert, nous, constamment des boîtes à moustaches. On s'en sert plus que des histogrammes. On ne se sert que des boîtes à moustaches plutôt que des histogrammes même, lorsqu'on a plusieurs populations à comparer. Voilà. Ça, c'est une première chose. Alors, indicateur de dispersion. Qu'est-ce qu'on a vu jusqu'ici? L'étendue, bon ok, vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Intervalle interquartile, ça vous n'y auriez pas pensé. Bon. Alors il y a un autre indicateur qui est un nombre, hein, qui est l'écart absolu moyen. Alors qu'est-ce que c'est l'écart absolu moyen? Eh bien, ça correspond à l'idée suivante. L'an dernier, pour le module de statistique générale, les élèves ont eu 12 en moyenne. Bon. Alors maintenant, 12 plus ou moins combien? En moyenne, les gens ils sont à combien de 12? Est-ce qu'ils sont en moyenne à un demi-point de 12? Est-ce qu'ils sont à 4 points de 12? Vous voyez, c'est intéressant comme notion. Alors pour ça, qu'est-ce que je fais? On pourrait dire, bah, c'est pas compliqué, je prends xi moins x bar, je fais la somme. Sauf que si je fais la somme des xi moins x bar, je tombe sur 0, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. La somme des écarts à la moyenne est nulle. Donc je suis obligé de passer par la valeur absolue. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je prends les xi moins x bar, les écarts à la moyenne, je prends la valeur absolue pour mettre sur le même pied ceux qui sont les valeurs au-dessus et les valeurs au-dessous, et puis je fais la moyenne de tout ceci. J'obtiens l'écart absolu moyen. Alors les puristes calculent l'écart absolu moyen, non pas par rapport à la moyenne, mais par rapport à la médiane. Là, je ne prends pas parti. Honnêtement, dans ma pratique, je prends par rapport à la moyenne, mais bon, si vous voulez prendre par rapport à la médiane, ça marche aussi. Il y a de meilleures raisons théoriques pour prendre par rapport à la médiane, mais j'en dirai pas plus. Alors là, je vous ai mis un petit exemple numérique, hein. Si j'ai 3 valeurs, moins 1, 0 et plus 1, bah, l'écart, ça vaut 1 ici par rapport à la moyenne, là ça vaut encore 1, donc je divise 2 par 3, ça me fait 0,6. Bon. Ça me donne un indicateur qui va me permettre, par exemple, de comparer la dispersion au module de statistique générale et puis au module d'écologie générale, par exemple, ou au module de statistique générale et au module qui suit après de modèle linéaire. Donc je peux comme ça comparer. C'est à ça que me sert un indicateur. Sinon le 0,66 tout seul, ne me dit pas forcément grand-chose. Alors, sauf si c'est des données que je connais bien, du style, l'an dernier, la moyenne était de 12 et l'écart absolu moyen était de 1. Ah bon, ça c'est bien ça. C'est bien de le savoir.
Alors en fait, en pratique, ce qu'on utilise le plus, ce n'est pas l'écart absolu moyen, bien qu'il soit intuitif, c'est un indicateur qui est bien moins intuitif, écart type et variance, sachant que l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Alors, ça part de la même manière. Regardez la formule. Je prends xi moins x bar, donc je regarde les écarts à la moyenne, dont je vais faire une somme. Mais au lieu de prendre la valeur absolue pour éviter les problèmes d'annulation entre ceux qui sont au-dessus et ceux qui sont au-dessous, je lève au carré. Donc ça ressemble un petit peu à l'écart absolu moyen. Je regarde les écarts à la moyenne, et puis je vois si ces écarts à la moyenne, ils sont grands ou ils sont petits. Sauf que je ne les prends pas bruts, je les élève au carré. Ça me donne la variance. Et cette variance, malheureusement, elle a comme unité les unités au carré. Si c'est des kilos, ça me sera des kilos au carré. Donc je prends l'écart type S. Donc S2, c'est ce qu'on utilise comme notation pour la variance d'une série numérique, petit s étant l'écart type. Alors l'intérêt de l'écart type, c'est qu'il s'exprime bien dans les mêmes unités que la variable qu'on étudie. Alors si je regarde cet exemple numérique, vous voyez que l'écart type, la variance vaut 2 tiers, l'écart type vaut 0,8. Donc l'écart type de 0,8, il est sensiblement plus grand que l'écart absolu moyen. Ça se démontre d'ailleurs que l'écart absolu moyen est toujours plus petit que l'écart type. Donc, quand vous comparez des dispersions, vous pouvez comparer des écarts absolus moyens si vous le voulez. Vous pouvez aussi comparer des écarts types, mais vous ne pouvez pas comparer l'un avec l'autre. Alors, on avait parlé d'Excel. Dans Excel, il y a des choses qui sont très pratiques. Pardon ? Votre question, c'est est-ce que je peux faire un commentaire sur 0,816 Si vous me demandez comment ça s'explique, je fais le calcul numérique, point. Si maintenant, le résultat général que je peux vous indiquer, c'est de vous dire que l'écart absolu moyen est toujours plus petit que l'écart type. Voilà. Alors maintenant, on va mieux comprendre l'écart type un petit peu par la suite. C'est une mesure de dispersion, comme la précédente, mais ce n'est pas la même mesure, et c'est pour ça qu'on n'a pas la même valeur numérique. Encore une fois, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. L'écart type a de bonnes propriétés qui font qu'en pratique, on va conserver l'écart type. Alors, un petit passage dans Excel, où dans le menu outils, vous allez dans l'utilitaire d'analyse, statistiques descriptives, vous prenez un petit échantillon, ici, moins 1, 0, 1, et puis vous sortez les statistiques descriptives et les voilà qui sortent. Donc la moyenne, c'est bien 0, ça c'est bon, mais quand vous regardez l'écart type, ici, il vaut 1. Et la variance, elle vaut 1. Et ce n'est pas du tout ce que je vous ai indiqué. Retenez que dès l'instant qu'il est question de statistiques, Excel est nul. Alors, plus nul que nul, dirait Coluche, je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est faux. Donc, retenez ça, dans Excel, les stats ne marchent pas. Il y a plein de choses qui sont fausses, arbitraires, voilà. Alors, je vous dirai pourquoi ils mettent 1, parce qu'il y a une raison. Donc, méfiance extrême pour Excel dès l'instant qu'il s'agit de statistiques. Quand il s'agit de manipuler les tableaux, c'est parfait. Pour tout ce qui est statistique, la société Microsoft est trop pauvre pour se payer un statisticien. C'est fait par des informaticiens qui n'y comprennent rien, visiblement. En plus, ça doit être des stagiaires, je pense, qui font ça. Hein? Enfin, toujours est-il que soit c'est moi qui ai la formule fausse, soit c'est eux, hein, mais on n'a pas raison tous les deux. Hein? Bon, alors, ça fait partie des raisons pour lesquelles on utilise très peu Excel pour les statistiques, mais uniquement pour les manipulations de données. Alors maintenant, écart type, variance, pourquoi on se sert de la variance alors que c'est moins intuitif que l'écart absolu moyen? Eh bien, c'est parce qu'il y a 4 bonnes propriétés qui sont tout à fait remarquables. Alors, la première, la notion de dispersion. Comment je l'ai présentée? Je dis, en moyenne, on a 12. Est-ce qu'on est très loin de la moyenne? Ok? Bon. C'est comme ça qu'on a amené l'écart absolu moyen, c'est comme ça qu'on a amené l'écart type. Maintenant, il y a une autre façon. La façon naturelle. Si je vous dis les camemberts Bridel là, que vous consommez régulièrement, est-ce qu'ils sont homogènes? Eh bien, en fait, vous comparez le camembert Bridel que vous mangez aujourd'hui à celui que vous avez mangé il y a 3 jours, celui d'il y a 3 jours à celui d'avant. En fait, votre notion de dispersion, là, c'est plutôt des comparaisons interindividuelles. Vous voyez, si je veux savoir si vous êtes très différents, ben, je regarde les individus, je les compare 2 à 2. Donc, vous voyez qu'il y a deux façons d'attaquer la notion de dispersion. Première idée, ben, je prends mes individus par paire, je vois bien si c'est les mêmes ou pas. Deuxième idée, je prends la moyenne, je regarde l'écart à la moyenne. Alors regardez bien la formule ici. En fait, 2 fois la variance,
regardez à quoi c'est égal. C'est égal à 1 sur n2, somme sur i, somme sur j, des xi moins xj. Donc là, je suis en train de faire des comparaisons interindividuelles, d'accord? Je prends mes deux individus, je mesure les tailles, je prends la différence de taille. J'élève au carré pour éviter les problèmes de signes. Et puis, je fais la moyenne, tout simplement. Je prends tous les couples et je divise par n2. Et ça, c'est égal à 2s2. Ça, c'est une sacrée propriété. Ça veut dire que quand vous utilisez la variance, à la fois, vous regardez la dispersion autour de la moyenne, et à la fois, vous regardez les dispersions interindividuelles. Ça revient au même. Vous n'avez pas à vous poser le cas de conscience, sur mes données particulières, quelle est la meilleure façon de calculer la dispersion, puisque c'est la même. Donc ça, c'est un argument qui est très très fort. On n'a pas l'équivalent pour l'écart absolu moyen. Première remarque. Deuxième remarque. Alors, la notion de variance qu'on a introduite pour une série numérique, elle vaut, comme vous le savez, pour des variables aléatoires. Donc dans ce cas-là, on appelle ça grand V. Donc, je prends les variances de variables aléatoires. Si j'ai deux variables aléatoires x et y indépendantes, eh bien la variance de x plus y, c'est la variance de x plus la variance de y. Bon, cette formule, que vous retrouvez dans les cours de proba, qui est très facile à démontrer, hein, c'est la base du calcul d'erreur de nos amis physiciens. Donc eux, ils sont bien habitués à ça, au fait que les erreurs se cumulent. Et elles se cumulent comment? Elles s'additionnent. Elles s'additionnent à une condition, c'est de les mesurer par la variance. Donc là, on a une propriété qui est une propriété technique, certes, mais qui est quand même drôlement importante. Alors regardez maintenant cette troisième propriété, qui est très curieuse aussi. X bar, c'est ce qui minimise somme des xi moins a. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pourquoi tout à l'heure je prenais la moyenne comme indicateur de tendance centrale? Vous pourriez me dire, bon, parce qu'on a toujours fait comme ça. Ouais, c'est une bonne raison. Mais cette moyenne, elle est censée me représenter mes individus, d'accord? Donc voilà, je reprends mon note d'examen, j'ai eu plein de notes la dernière fois, je voudrais choisir une note qui représente bien les autres. Pourquoi je prends la moyenne? Eh bien je prends la moyenne parce que c'est la plus proche des autres. Vous voyez? Xi moins A. C'est la plus proche des autres en ce sens-là. Donc et là j'obtiens donc la variance. Donc la moyenne, c'est le point qui est tel qu'il minimise la notion de dispersion dès l'instant que je la mesure par des sommes des carrés et non pas par des sommes de valeur absolue. Donc ça, c'est une troisième propriété qui est assez intéressante et qui justifie encore le fait de prendre des carrés. Spontanément, vous n'avez pas besoin que je vous démontre pourquoi on prend la moyenne pour représenter un ensemble. On fait ça assez naturellement, trop peut-être. Eh bien, une des propriétés, c'est que ça la représente bien, c'est le point le plus proche des autres. Ah oui, dans quel sens? Somme des carrés, pas somme des valeurs absolues. Sinon, c'est là. Sinon, ça serait la médiane. Alors, l'inégalité de bien-aimé, je la cite souvent, bon, elle n'est pas opérationnelle, mais ça a du sens quand même. Ça a du sens, c'est un peu une curiosité. Alors, ça fait un peu exercice de prépa, hein, mais tant pis. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette inégalité de bien-aimé? Alors là, je vous ai repris la formule, là. Je regarde x moins x bar. Donc, c'est-à-dire, je regarde, est-ce que je suis loin de la moyenne ou pas? En valeur absolue. Et je vois si je suis loin, c'est-à-dire plus loin que A. Quelle est la probabilité, finalement, d'être très loin de la moyenne? Très loin, j'entends par plus loin que A. Plus loin de la moyenne que A. Alors ça dépend de A. C'est sûr que si je prends un A qui est très très loin, eh bien c'est sûr, la probabilité va être toute petite. Si par contre je prends A collé à la moyenne, alors regardez bien, ceci c'est majoré par S2 sur A2. Alors le fait qu'il y ait A2 ici, ça me va bien, c'est-à-dire que dès l'instant que je prends A grand, cette probabilité diminue. Très bien. Et ici, qu'est-ce qui apparaît? Une mesure de la dispersion. Et cette mesure de la dispersion, c'est la variance. Donc, si vous voulez, la notion de variance, là, elle apparaît comme intrinsèquement liée à la notion de probabilité, c'est ça? Elle apparaît comme intrinsèquement liée à la notion de probabilité et de distribution. Ça, c'est très, très curieux. Alors, ça, c'est vrai, quelle que soit la distribution. Que vous ayez des distributions, on va dire, qui ont une allure normale, comme des tailles, des poids, des rendements sur les parcelles, ou que vous ayez des distributions complètement asymétriques, comme des comptages de bactéries, 0, 1, 150 millions. Ça, c'est des drôles de distributions. Eh bien, ça rentre dans le cas de l'inégalité de bien-aimé. Hein. C'est intrinsèque à la probabilité. Alors, d'un point de vue concret, si pour A, je prends 2S, c'est-à-dire 2 fois l'écart type, j'ai une probabilité de 1 quart. Concrètement, ça veut dire quoi?
la probabilité d'être à plus de 2 écarts types de la moyenne. Donc j'ai la moyenne, 2 écarts types. La probabilité d'être à plus de 2 écarts types de la moyenne, quelle que soit la loi de distribution, est toujours inférieure à 25%. Toujours. Même si je prends mes distributions très très spéciales comme mes distributions de microbiologie. Vous voyez, c'est très très curieux. Alors, en fait, cet intervalle n'est pas tellement opérationnel. Pourquoi? Parce que justement, il prend en compte des situations tellement bizarres, puisque c'est un résultat très fort, très général, que du coup, on préfère des choses qui sont plus adaptées à nos données. Mais ça reste quelque chose d'important. Donc, en résumé, si je compare mes mesures de dispersion que sont l'écart absolu moyen et l'écart type, j'ai un écart absolu moyen qui a une interprétation directe. Moi, je m'en sers quelquefois de cet écart absolu moyen quand je veux communiquer des résultats à des gens qui ne sont pas statisticiens. Je leur dis, voilà, en moyenne, on est à temps de la moyenne. Mais dès l'instant qu'on fait des calculs, dès l'instant qu'on fait des comparaisons, on se sert de population, on se sert de l'écart type, hein, et de la variance selon les cas, pour les raisons qui viennent d'être indiquées. Alors ici, la fameuse loi normale, il y a des choses qu'on sait un petit peu par cœur. Alors, la probabilité d'être à plus de 2 écarts types. Alors, ça, c'est une chose qu'on retient par cœur. Hein. Ça, c'est un graphique fait par un de mes collègues, c'est François Husson qui l'a fait. Voilà. J'ai une loi normale centrée sur mu. Là, j'ai l'écart type que je symbolise ici. Alors, mu plus 2 écarts types, mu moins 2 écarts types. Je suis dans l'intervalle, là, avec une proba de 95%. La vraie valeur, c'est 1,96. Mais 1,96, on retient 2. Hein. Donc, autrement dit, bien-aimé nous donnait 25%, d'accord? Dans les deux bouts. Ça fait 12,5 de chaque côté. Pour une loi normale, c'est 2,5 de chaque côté. Et les données que nous manipulons, généralement, ressemblent plus à une loi normale, hein, qu'à une loi complètement dissymétrique, complètement, on va dire, très 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 particulière, quoi. Voilà. Alors, vous avez ici mu plus ou moins 3 écarts types, vous avez pratiquement tout le monde, 99,7%. C'est d'ailleurs l'intervalle plus ou moins 3 écarts types qui est souvent gardé en contrôle de qualité. Hein. Si on sort de là, c'est que vraiment il y a un truc qui ne va pas. Voilà, donc ça c'est un ordre de grandeur que vous pouvez retenir.